Alors, donc on y va, on traite cette fois-ci le sujet présenter les sources de chômage structurel. Donc je vous rappelle en l'occurrence, à chaque fois il faut raisonner comme ça en termes de réflexe. Donc là, premier réflexe, numéro 1 que vous devez absolument avoir, c'est la question des définitions. D'accord? Ça c'est impératif, avant de commencer quoi que ce soit, il faut bien que vous ayez compris les mots-clés du sujet. Donc ici, bon, ce qui est assez simple pour le coup, c'est que la seule chose qu'il va falloir définir, c'est la notion de chômage structurel. Je vous la remets ici, normalement vous la connaissez, on est bien d'accord. Donc le chômage structurel, c'est le chômage qui est lié à la structure du marché du travail. Notamment, donc là je vais juste remettre ça ici, notamment un déséquilibre qui est durable, ou si vous préférez, vous marquez un déséquilibre de long terme, d'accord? Donc c'est un chômage qui va être de long terme. Donc il est lié à la structure du marché du travail. Pourquoi? Parce que ce marché du travail n'est pas un marché en concurrence pure et parfaite, d'accord? C'est loin du cadre, évidemment, de référence par lequel les économistes l'analysent, et donc va se créer ce fameux chômage structurel. Je ne rentre pas dans les détails de si jamais on était en concurrence pure et parfaite, en effet, il n'y aurait quasiment pas de chômage à part une part incompressible, mais en tout cas, il n'y en aurait pas. Okay, donc là, on va s'intéresser à ces problématiques-là. Donc ça, premier réflexe, toujours penser à définir les mots-clés. Second réflexe, réflexe numéro 2, et encore une fois dans cet ordre-là, c'est ce que j'appelle votre meilleur ami, autrement appelé le programme officiel. Donc là, c'est de se dire que nous dit le programme officiel sur ce point-là. Le programme officiel, il nous dit globalement deux choses. Je vous relis plutôt la phrase du programme officiel. La phrase du programme officiel dit comprendre que les problèmes d'appariement, entre parenthèses friction, inadéquation spatiale et de qualification, et les asymétries d'information, entre parenthèses salaire déficience, sont des sources de chômage structurel. Donc là, ce qui est assez sympa sur ce point du programme, c'est qu'on a globalement quasiment notre plan grâce à ça. Donc là, programme officiel nous dit quoi? Parmi les sources, on a donc ce qu'on appelle des problèmes d'appariement. On va revenir après sur ce que c'est évidemment, parce que je vous rappelle que dès que vous utilisez du vocabulaire spécifique au SES, il faut absolument le définir. Donc dans un premier temps, et dans un second temps, deuxième chose que nous mentionne le programme officiel, c'est les asymétries d'information, en nous mentionnant bien qu'il va falloir aussi parler de salaire déficience. On verra à quel moment on va pouvoir caler salaire déficience en lien avec les asymétries d'information, mais impératif. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, au niveau de ces problèmes d'appariement, il nous dit qu'il en existe en réalité trois. Le premier, ce sont donc les frictions. Enfin, le premier, il n'y a pas d'ordre nécessaire, d'accord? C'est juste, je reprends dans l'ordre du programme officiel. Les inadéquations spatiales et les inadéquations de qualification. Donc voilà, donc ça c'est ce que nous dit le programme officiel, et ensuite donc on arrive sur notre plus long travail, on va dire. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore dit grand chose, mais au moins on a déjà une structure qui se dessine là. Si vous regardez bien, par exemple en EC3, vous avez une première grande partie sur les problèmes d'appariement, une deuxième grande partie sur les asymétries d'information. Donc déjà se dessine un petit peu l'organisation de nos idées. Troisième réflexe, dernier réflexe si vous voulez, c'est l'idée, et bien en fait souvent on dit oui c'est logique, mais en fait on oublie tout le temps de bien réfléchir à la question qui nous est posée. Là en l'occurrence, donc là l'idée c'est de se dire bon, les problèmes d'appariement, déjà dans un premier temps, il faut se rappeler ce que c'est. Donc les problèmes d'appariement, je rappelle à tout le monde, ce sont les obstacles qui empêchent la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché. Donc la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché. D'accord? Et donc là, logiquement, il va falloir du coup traiter en trois sous-parties pour notre rédaction à ce niveau-là. Je sépare ma feuille en deux, j'y reviens juste après. Donc là, il va falloir évidemment creuser un petit peu tout ça. De l'autre côté, on se dit, bon, asymétrie d'information, on se rappelle, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas d'information parfaite sur le marché. Donc on n'est évidemment pas en concurrence pure et parfaite, déjà première chose.
Et ça, donc, ça va déboucher sur la théorie du salaire d'efficience, mais il faut bien évidemment, encore une fois, on est encore en train de réfléchir à la structure, de se dire, bon, asymétrie d'information, globalement, on en connaît deux grandes, d'accord, qui sont au programme. Vous avez d'une part ce qu'on appelle la sélection adverse, autrement appelée anti-sélection, c'est exactement pareil sur une copie, il n'y a aucun problème. Et dans un second temps, enfin, il n'y a pas nécessairement de temps, mais en tout cas dans une deuxième partie, l'aléa moral. Okay, donc là, vous voyez se dessiner notre plan de grandes parties. Dans le premier, 3 sous-parties. Dans le deuxième, 2 sous-parties globalement. On verra qu'on pourrait rajouter un petit peu ici, mais en tout cas, dans les grandes idées, c'est ça. Donc là, ensuite, il va falloir réorganiser toute sa rédaction en fonction de ça. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on met les grandes idées. Je vous rappelle qu'on est au brouillon, donc là, on ne va pas s'amuser à détailler tout dans au maximum. Là, c'est de mettre les grandes idées pour que quand vous rédigez après, vous n'ayez plus qu'à suivre la logique à ce niveau-là. Donc en tout cas, première chose... je vais prendre comme dans l'ordre du cours, comme ça peut vous aider aussi à retravailler ça. Mais vous faites l'ordre que vous voulez, il n'y a aucune importance au niveau de l'ordre. Okay, juste tout ce qui est là va ensemble, tout ce qui est de ce côté-là va ensemble, mais après vous vous organisez comme vous le souhaitez. Donc on y va, donc le premier dans l'ordre du cours, on avait vu les inadéquations de qualification. Donc ça c'est le premier point, et donc là il va falloir justement mettre les grandes idées que vous avez en tête. Notamment que ces inadéquations de qualification, en fait, c'est la différence entre les qualifications qu'on avait appelées des qualifications requises, donc par les demandeurs de travail. Je rappelle à tout le monde, et là, attention, attention, les demandeurs de travail, ce sont les employeurs, hein, d'accord? Ne faites pas l'erreur à confondre ici. Je vais mettre un S, donc les qualifications requises par les demandeurs de travail, donc autrement dit, les qualifications requises pour occuper un poste. Hein. Eh bien, en fait, elles sont différentes des qualifications acquises par les offreurs de travail. D'accord? Donc la différence entre ces qualifications requises et les qualifications acquises par, alors si on veut les chômeurs, mais par les offreurs de travail, d'accord? Donc, ça ne matche pas, d'accord? On va dire qu'on n'est pas sur une bonne adéquation, on a un problème, d'accord? Je rappelle, on a un problème d'appariement, donc c'est-à-dire en l'occurrence, on n'arrive pas à faire des paires entre l'offre et la demande. C'était la fameuse question des chaussettes qu'on n'arrive pas à remettre par paire. Donc là, on a un souci parce que les qualifications acquises et requises sont différentes. Donc ça ne matche pas, on dit qu'il y a un mismatch à ce niveau-là, ok? Donc, à expliquer évidemment, parce que là je vous mets les grandes idées, mais il faut évidemment détailler tout ça à l'écrit. Donc, difficulté à associer l'offre et la demande sur le marché du travail. Donc, on se rappelle aussi pourquoi, en fait, c'est lié, là c'est vraiment parfait si vous faites ça, c'est de dire pourquoi, parce qu'en fait, il n'y a pas d'homogénéité du facteur travail sur ce type de marché, d'accord? On se rappelle, on n'est pas en concurrence pure et parfaite, et donc contrairement à ce qu'on pensait en disant tout le monde est homogène, tout s'échange de la même manière, etc. Mais en fait non, parce que les travailleurs ont des qualifications différentes, mais ça ne matche pas toujours avec les qualifications demandées. Et donc en effet, ça engendre du chômage structurel. D'accord? C'est cette fameuse question, si vous vous rappelez, qu'on reviendra aussi, sur laquelle on reviendra un petit peu près, mais des fameux 300 000 postes vacants en France. Deuxième grande idée au niveau des problèmes d'appariement, donc toujours des obstacles qui empêchent la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché, eh bien on a des inadéquations spatiales, donc dans l'espace. L'idée ici, c'est de dire il existe un manque de mobilité géographique du facteur travail. Il y a deux types de mobilité qui manquent. Les mobilités, je vous les remets ici rapidement. C'est la mobilité résidentielle. Donc là, c'est entre le lieu où on habite actuellement et le lieu où il y aurait éventuellement un emploi qui nous correspondrait. Et il y a ce qu'on avait appelé la mobilité pendulaire
Et donc là, c'est l'écart qui existe entre votre domicile et votre lieu de travail avec les allers-retours tous les jours. Donc là, c'est plutôt quotidien. Et là, c'est vraiment une question il va falloir complètement déménager, juste parce que géographiquement, c'est beaucoup plus loin. Donc là, ça revient aussi, si on refait ce parallèle avec le marché en concurrence pure et parfaite, ça fait qu'il n'y a pas de mobilité. Bon, normalement, c'est pas de mobilité des facteurs de production, mais en tout cas, pas de mobilité du facteur travail. En tout cas, cette mobilité, elle n'est pas du tout parfaite. Et donc, ça engendre, encore une fois, là, ce qu'on appelle, si vous voulez, mais c'est pas obligé, des spatial mismatch. Donc là, un mismatch, mais au niveau spatial. Troisième et dernier point, donc là, c'est de dire, il existe des frictions sur le marché du travail. Donc là, ça revient, vous voyez ici, hop, friction. L'idée, c'est laquelle c'est de dire, attention, on n'a pas d'informations parfaites sur le marché. Et donc, cette imperfection de l'information sur le marché du travail, en réalité, elle va conduire les individus à perdre du temps. Donc, ce qu'on dit, c'est une recherche de l'information qui est chronophage. De quelle information il s'agit? Notamment, il s'agit pour quelqu'un qui a soit démissionné, soit perdu son emploi pour rechercher un autre emploi, en fait, tout n'est pas immédiatement disponible. Vous ne pouvez pas savoir tous les postes, les qualifications, qu'est-ce qui correspondrait dans un rayon de 30-20 km, etc. Peut-être que l'annonce n'a pas été publiée, le temps d'aller à Pôle emploi, de faire les démarches. Enfin bref, c'est extrêmement chronophage, donc ça prend du temps, et qui dit temps dit aussi de l'argent, évidemment. Mais en tout cas, il existe un délai nécessaire à la recherche de l'emploi adéquat. C'est-à-dire que typiquement, si vous avez quitté votre emploi ou si vous en cherchez un, vous voulez un emploi qui soit de meilleure qualité, donc vous êtes prêt à y passer un petit peu du temps. C'est ce qu'on appelle la théorie du job search, en disant justement, vous cherchez à mieux, vous avez des critères, etc. Donc ça va vous prendre en tout cas du temps. Ce temps, donc ce type de chômage, on appelle ça aussi du chômage de prospection. Donc le temps que vous prospectiez pour justement avoir les informations, se crée ce fameux chômage, car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une volonté d'obtenir un meilleur emploi, mieux rémunéré, etc. etc. Parfois, ce n'est pas forcément un meilleur emploi, un mieux rémunéré, mais ça peut être des meilleures conditions de travail, une plus grande proximité avec le lieu de résidence. En tout cas, je mets 3 petits points en disant, on cherche en tout cas un meilleur emploi, après les critères, ça peut dépendre. Ce qui se passe donc, c'est qu'on a logiquement une période de chômage qui est censée être transitoire, en tout cas, on verra qui dure plus ou moins longtemps, en tout cas qui est très transitoire entre le moment où un individu, j'ai mis où on quitte, où un individu quitte son ancien emploi, et le moment où il en trouve un nouveau. Et ça, du coup, ça s'appelle le chômage frictionnel, d'accord, parce qu'il résulte de friction de l'information imparfaite, etc. Donc, chômage frictionnel. Et on dit qu'il est globalement incompressible, autrement dit qu'on ne peut pas diminuer facilement. On peut un peu jouer dessus, évidemment, mais il existera toujours un délai nécessaire pour retrouver un autre emploi. Voilà, donc ça, évidemment, si c'est une de ces trois, je vous rappelle que vous auriez des documents qui vous permettraient d'identifier, de pouvoir illustrer. Donc après, ça dépend, vous n'auriez pas forcément un document pour chacun de vos arguments, mais il faudrait bien penser, évidemment, à les mobiliser. N'hésitez pas à donner des exemples que vous avez vus en cours, en l'occurrence. Donc maintenant, on attaque la deuxième partie de ce sujet-là. Là, donc, on va commencer, allez, on va commencer par la section adverse. Donc là, il faut rappeler évidemment déjà ce que c'est que la section adverse. Donc c'est une asymétrie d'information qui a lieu sur les caractéristiques des travailleurs et surtout, très important, il faut rajouter qu'elle a lieu avant la signature du contrat.
du contrat de travail, ici, ça s'entend parce qu'on est sur le marché du travail. Je vous rappelle, l'année dernière, vous étiez sur le marché des voitures d'occasion, mais là, on se concentre sur le marché du travail. Ce qu'il y a donc ici, c'est que typiquement, l'employeur connaît moins les informations, moins les caractéristiques des travailleurs que eux, d'accord. Typiquement, est-ce que les caractéristiques que vous indiquez sur votre CV, c'est les bonnes? Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un de performant? Est-ce que vous avez vraiment travaillé pendant vos études? Enfin bref, tout un tas de caractéristiques qu'il ne connaît pas. Pour lui, il y a donc un risque d'employer quelqu'un qui ne soit pas quelqu'un de performant, qui ne soit pas quelqu'un de suffisamment qualifié, qui ne soit pas quelqu'un en tout cas de productif, d'accord. Il y a un risque en gros que vous ne soyez pas quelqu'un de rentable. Donc votre employeur, ce qu'il va faire, c'est pour éviter ce risque-là, il se dit, bon, je vais proposer un salaire un peu moyen sur le marché pour éviter que, si jamais le travailleur n'est pas performant, pour éviter de trop perdre, on va dire, dans l'affaire, d'accord. Donc il y a un risque, une crainte, donc l'employeur propose un salaire à peu près moyen pour pas trop avoir de pertes si jamais vous n'êtes en effet pas productif, et il va fixer ça au niveau du salaire d'équilibre, puisque c'est le salaire qui résulte de la rencontre entre l'offre et la demande de travail sur le marché, donc c'est le salaire un peu moyen si vous voulez sur le marché. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, globalement, il y a des individus qui ne vont pas accepter de travailler à ce salaire d'équilibre. On dit qu'ils ont un salaire de réservation, c'est-à-dire un salaire pour lequel ils sont prêts à travailler, qui est beaucoup plus élevé que le salaire d'équilibre. Ces personnes-là, ce sont les travailleurs qualifiés. Eux, ils savent très bien leurs caractéristiques, ils savent très bien qu'ils sont performants, qu'ils sont productifs, etc. Donc eux, si on leur propose le salaire d'équilibre, eh bien, ils vont fuir. Donc là, on a un problème, c'est la fuite des travailleurs qualifiés. Donc là, bon, globalement, problème, etc. Évidemment, les employeurs sont conscients de ça et donc ils vont essayer d'éviter ce problème-là. Pour éviter ce problème de fuite des travailleurs qualifiés, ils vont fixer un niveau de salaire qui soit supérieur au salaire d'équilibre. D'accord, en se disant, au moins, on va éviter de faire fuir les bons travailleurs, les travailleurs qualifiés, etc. Donc ce salaire qui est supérieur au salaire d'équilibre, c'est ce qu'on appelle le salaire d'efficience. C'est le terme économique pour désigner un salaire qui est fixé au niveau du salaire d'équilibre et qui va permettre de lutter contre les asymétries d'information. Donc là, bon, imaginons comme ça, hop, c'est bon, on a les bons travailleurs, etc. Puis éventuellement, on leur fait passer une période d'essai et puis on voit en effet si on a sélectionné les bonnes personnes. Le problème, il y a toujours des problèmes, là c'est le problème du problème, enfin c'est le problème de la résolution du problème, c'est que ici on a un risque de chômage. Et pourquoi? Donc là, il faut repasser par le graphique sur le marché du travail. Donc je vous fais, et n'hésitez pas à le faire sur vos brouillons, de faire une représentation. Donc là, hop, on se rappelle ici, on a les salaires en ordonnée, on a les quantités de travail en abscisse, et ensuite on trace à main levée rapidement une offre de travail, une demande de travail. On se rappelle que la rencontre des deux, ça aboutit au salaire d'équilibre sur le marché, et on se rappelle qu'à ce niveau de salaire, d'après les néoclassiques, il n'y a pas de chômage. Pourquoi? Parce que les quantités offertes et les quantités demandées sont égales. Donc ceux qui sont prêts à travailler pour ce salaire-là trouveront en tout cas un emploi. Là, en revanche, ce qu'on propose, c'est cette question de mettre en place un salaire d'équilibre, un salaire d'efficience, qui soit pour le coup supérieur au salaire d'équilibre. Regardez bien, notre salaire va être fixé au-dessus du salaire d'équilibre, donc ce salaire d'efficience. Donc vous le fixez n'importe où, on s'en fiche, au-dessus. Donc ce fameux salaire d'efficience, il arrive là. Et le problème qui va se poser ici, c'est que regardez bien, à ce niveau de salaire-là, notre offre de travail se situe là. Notre demande de travail se situe là, ce qui signifie que l'offre de travail est supérieure à la demande de travail. Autrement dit, il y a plus de quantité offerte que demandée sur le marché du travail. Et donc, en l'occurrence, il y a plus, si vous voulez, si on reformule autrement, il y a plus de personnes qui sont prêtes à offrir leur force de travail. D'accord, il faut toujours l'interpréter en termes de force de travail pour ne pas vous tromper justement de qui on parle. Leur force de travail. Donc, il y a plus de personnes qui sont prêtes à offrir leur force de travail que d'emplois disponibles, en fait. Parce que si on revient, force de travail, c'est les quantités offertes, ce sont les chômeurs ou les travailleurs qui sont prêts à travailler davantage. Les quantités demandées, eh bien, en fait, ce sont les employeurs qui vont les mettre à disposition, ce sont les postes disponibles, d'accord. Donc là, on a un problème, c'est que donc, on a plus de personnes qui offrent leur force de travail que d'emplois
disponibles sur le marché. Ça va mener donc à ce qu'on appelle du chômage structurel. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si vous vous rappelez bien ce qu'on avait marqué ici, c'est lié à la structure du marché du travail. Et là, on est clairement sur le marché du travail. Donc structurel sur le marché du travail. Donc là, si vous voulez, on le retrouve ici. Je vais mettre en vert. Donc ce qu'on a ici, en fait, l'écart entre l'offre et la demande de travail, c'est notre fameux chômage structurel. Et donc finalement, en fait, si on regarde bien, en voulant lutter contre l'asymétrie d'information, on peut même directement mettre contre la sélection adverse, et recruter notamment les meilleurs, eh bien cela a provoqué du chômage structurel. D'accord? Donc là, ça permet d'expliquer une autre. Je vous rappelle que et là, c'est toujours bon de rejeter un œil, les sources du chômage structurel. Une des sources, c'est en effet le mécanisme qu'on vient de détailler ici. Dernier point donc, à développer pour le contrôle, pour répondre à ce sujet-là, c'est de dire, typiquement, on a deux types d'asymétrie d'information. Il y en a bien une qui a lieu avant sur les caractéristiques des travailleurs, mais il y en a une qui va avoir lieu après. Donc là, on écrit bien asymétrie d'information après, cette fois-ci, la signature du contrat de travail, enfin je mets juste du contrat, du contrat de travail. Et cette fois-ci, au niveau, non pas des caractéristiques, mais du changement de comportement. Donc au niveau du comportement du travailleur, de l'individu sur le marché du travail. Donc le risque en gros, c'est que vous signez votre contrat, puis après vous dites maintenant que je suis protégé, je suis en CDI, etc. Je vais ce qu'on appelle tirer au flanc, je vais en faire le moins d'efforts possible, je vais baisser ma productivité. Donc encore une fois, l'employeur est au courant de cette stratégie. Donc pour éviter que le travailleur ne tire au flanc, une fois le contrat signé, encore une fois, parce que ça se passe après, donc une fois le contrat signé, et puis vous pouvez rajouter, et donc qu'il ne baisse sa productivité, c'est vraiment ça ce qui embête l'employeur évidemment, et donc il ne baisse sa productivité. Il faut une menace économique. Donc il faut une menace économique. Donc en l'occurrence, la menace économique, c'est évidemment le licenciement, mais le problème du licenciement, c'est que votre travailleur, il peut très bien se dire, c'est pas très grave si je me fais licencier, je trouverai la même chose ailleurs. Notamment, si vous le rémunérez au salaire d'équilibre, de toute façon, c'est le salaire sur le marché auquel il peut prétendre quasiment partout. Donc le problème, c'est que ça va pas trop le gêner. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il ne puisse pas retrouver le même salaire ailleurs. Donc là, il faut une menace économique au licenciement. En effet, vous n'êtes pas obligé de mettre en effet, mais en tout cas, s'il peut retrouver le même salaire ailleurs, il n'y a pas de menace. D'accord? Donc il faut bien justement une nouvelle stratégie. Et la nouvelle stratégie, c'est de se dire, en fait, il faut que le salaire il soit supérieur au salaire d'équilibre sur le marché qu'il pourrait retrouver ailleurs. D'accord? Donc on va encore une fois fixer un salaire d'équilibre, supérieur au salaire d'équilibre. C'est encore une fois ce qu'on appelle le salaire d'efficience, d'accord, dont on parlait justement tout à l'heure. Et là encore, c'est la même logique que tout à l'heure. Il y a un risque, et ce fameux risque, c'est celui qu'on retrouve en l'occurrence ici. D'accord? Donc on a encore la même logique, le fameux salaire d'efficience qui est là. Et on a la même analyse à ce niveau-là, donc toujours ce décalage et cette création de chômage structurel. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, en fait, en voulant éviter la baisse de la productivité, et, je vais dire le tirage au flanc, mais en tout cas, et le fait de tirer au flanc, et bien en réalité, ça a aussi ici provoqué du chômage structurel. Donc voilà, donc là, ça vous permet de traiter
l'intégralité en tout cas de cette question-là. Ça vous permet d'organiser notamment votre rédaction de manière rigoureuse pour pouvoir traiter un petit peu tout ça. Dans le cours, on avait bien dit on avait mentionné d'autres éléments, notamment que justement la théorie du salaire d'efficience, c'est bien de se dire qu'en fait, contrairement à l'analyse néoclassique, et bien ici c'est le niveau de salaire qui va améliorer la productivité des travailleurs, alors qu'on se rappelle que dans les analyses précédentes, c'était la productivité du travailleur qui avait un impact sur le niveau de salaire. D'accord ? Donc là, l'analyse est un peu différente. Bon, ça serait du plus à ajouter, évidemment. Vous pouvez aussi mentionner ce que j'avais mis dans le haut de la page 6 pour ceux qui ont leur cours sous les yeux, c'est de dire, mais en fait, ça peut aussi amener une reconnaissance en disant, le travailleur, il se dit, tiens, j'ai un salaire supérieur au salaire d'équilibre, je dois beaucoup à mon patron, une espèce de reconnaissance symbolique, et donc de se dire, mais en fait, je vais m'engager davantage, je vais être plus productif, etc., etc. Mais, donc c'est du plus si vous voulez, ce qu'il y a là sur la feuille que donc, nous venons de réaliser, c'est l'intégralité de ce qu'il faudrait faire au niveau de la rédaction. Je vous rappelle que ça c'est votre brouillon pour organiser la façon de rédiger. Si c'est une EC3, il faut évidemment faire une introduction qui soulève les enjeux du sujet, donc qui présente le sujet, qui définisse bien les mots-clés dont on a parlé justement dans cette étape-là, et qui ensuite présente la succession de vos arguments. Donc ici, il faudrait mentionner que dans un premier temps, on va voir les problèmes d'appariement et notamment les trois là, et dans un second temps, les asymétries d'information et notamment ces deux-là, et leur impact évidemment sur le chômage structurel. Toujours faire un lien avec le sujet qui est proposé. Ensuite, vous rédigez bien tout ça, il n'y a plus qu'à faire des phrases et à détailler un maximum, d'accord, utilisez vraiment le temps, utilisez un maximum de temps pour rédiger votre copie, et à la fin une conclusion qui réponde à la question posée. Autrement dit ici, il existe donc plusieurs sources de chômage structurel, d'une part des problèmes d'appariement, tac tac tac, et d'autre part des asymétries d'information, tac tac, d'accord. Et puis après, ouverture si vous vous sentez à ce niveau-là. Bon là, l'ouverture elle est assez simple, c'est de dire bon, en fait le chômage structurel n'explique qu'une partie du chômage observé, et il faudrait du coup s'intéresser aux autres sources de chômage, et notamment le chômage conjoncturel. Donc là, ça se fait assez vite. Vous voyez que là, en prenant le temps de vous expliquer, en notant les choses, en prenant le temps de bien rédiger, la vidéo dure à peu près 27 minutes, d'accord. Donc on est loin des 40 minutes, donc je vous conseille au brouillon. Donc n'hésitez pas à écrire davantage, à rédiger. Voilà.